grande partie des infirmiers estiment ne pas être en France pas assez reconnus. Et donc dans cette journée internationale, vous avez décidé d'aborder le sujet. Quel avenir pour la profession infirmière en France et à l'étranger? Nous avons plusieurs intervenants que je vais présenter rapidement et ensuite vous pourrez prendre la parole. Nous avons Caroline Roy, qui est directrice déléguée aux relations avec les partenaires externes de l'Ordre des infirmières et des infirmiers au Québec. Nous avons Gaëtan Lafortune, qui est senior économiste à la division de la santé de l'OCDE. Nous avons Alain-Michel Serretti, ancien président de France Asso Santé, président du Lien. Et vous, Monsieur Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers. Donc, je vais peut-être commencer pour cette introduction en vous posant une question. Monsieur Chamboredon, pourquoi vous avez souhaité réunir toutes ces personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un jour symbolique internationalement pour les infirmiers et infirmières. Dans tous les pays du monde, c'est la journée, notre journée. Et c'est donc une journée particulière pour pouvoir rendre hommage aux infirmiers et peut-être commencer ou donner un second coup d'accélérateur sur notre quête de savoir vers où on va pour les soins infirmiers de demain. C'est quelque chose qui sera la thématique puisque pour la France tout au moins, parce que lors de la dernière visio qu'on a fait avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, on a vu qu'on allait avoir une réouverture du décret infirmier. Donc à partir de là, il faut qu'on commence à y réfléchir. Ça ne doit pas être l'idée simplement de l'ordre national, mais ça doit être une idée qui est largement partagée par la profession infirmière, mais aussi par les usagers. C'est pour ça qu'on a souhaité de l'expérience internationale pour challenger un peu les idées qu'on pourrait avoir et puis avoir le point de vue des usagers, puisque notre profession est entièrement tournée vers les usagers. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument réfléchir et lancer la réflexion au travers des internautes qui nous rejoignent aujourd'hui, puis au sein du Conseil de l'Ordre et plus largement dans la profession. On a bien vu que les perspectives pour les infirmiers sont assez larges. On a bien vu aussi qu'il y a toujours cet engouement qui est avéré de la part des étudiants et de Parcoursup. Donc on a un vivier de professionnels qui vont arriver, qui vont se former et sur lesquels il va vraiment falloir qu'on propose des perspectives d'évolution. Et donc, c'est l'occasion rêvée aujourd'hui, je dirais, pour pouvoir lancer cette réflexion plus largement à travers le Conseil, je l'ai dit. Et puis, on avait déjà eu des chiffres que Grégory a commencé à partager sur le nombre d'infirmiers qui veulent définitivement abandonner la profession. Ça a fait beaucoup de buzz, on va dire, si on peut le dire comme ça en France. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut lancer la réflexion. Voilà. Très bien. Alors, nous avons des grands thèmes que nous allons aborder. Les enjeux sanitaires de demain, le rôle pour les infirmiers dans le système de soins aujourd'hui et quel avenir pour la profession infirmière. Donc, sur ce premier point, les grands enjeux sanitaires de demain, ma première question sera pour vous, Monsieur Lafortune. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux des grands enjeux de santé pour demain, en France, mais dans le monde entier? Oui, bon, c'est difficile dans le contexte actuel de ne pas glisser un mot au moins sur la pandémie de COVID actuelle. Et je vais passer rapidement là-dessus, mais quand on regarde juste l'impact en termes de mortalité, donc l'aspect le plus dramatique de la pandémie, on constate, bon, en France comme dans la plupart des autres pays de l'OCDE, que l'impact de la pandémie sur la mortalité est sans précédent depuis la Deuxième Guerre et qu'il y a eu une réduction d'espérance de vie, encore là, sans précédent depuis les années 40. Mais même avant la pandémie, on avait constaté que dans plusieurs pays de l'OCDE, y compris en France, mais dans d'autres pays aussi, il y avait un ralentissement des gains d'espérance de vie. Et c'est en partie dû, bon, c'était dû à différentes raisons, mais une des raisons, c'est les épidémies de grippe qu'il y a pu y avoir au cours des dernières années. Mais aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un ralentissement de la réduction de mortalité pour des maladies un peu plus chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies liées au vieillissement aussi, comme la maladie d'Alzheimer. Et donc il y avait déjà un phénomène de ralentissement au cours des gains d'espérance de vie au cours des dernières années. Qu'est-ce que ces tendances-là veulent dire pour l'avenir? Je vais juste mentionner au moins 2 points. Un, c'est la nécessité de revenir à certains fondamentaux, et notamment
l'importance fondamentale de mettre un peu plus d'accent sur la prévention, que ce soit pour les maladies contagieuses comme la COVID, bien sûr, mais aussi pour les maladies chroniques. Et aussi, une fois que les gens, qu'ils soient âgés ou plus jeunes, ont développé des maladies chroniques, de mieux les accompagner dans la gestion de leur maladie. Et le deuxième point que je ferais, c'est la nécessité de continuer, pour les systèmes de santé, de continuer d'innover. Innover sur le plan des technologies médicales, sur le plan de l'utilisation des technologies d'information, mais aussi sur le plan de l'organisation du travail pour répondre le mieux possible aux besoins en termes de prévention, mais aussi aux besoins en termes de traitement des maladies. Donc, voici quelques grands points en termes des enjeux de santé qui ne sont pas complètement nouveaux, mais qui sont, disons, réaffirmés par la pandémie actuelle. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Serretti, en tant que porte-voix des usagers, comment vous hiérarchisez-vous ces enjeux? Est-ce qu'il y a des enjeux qui vous paraissent plus à risque, plus urgents? Sur quoi attirez-vous notre attention là-dessus et les pouvoirs publics? Ouais, la crise Covid, elle a montré une chose dans tous les pays du monde et en France peut-être en particulier, c'est que le système de santé, le système de soins, pas de santé, c'est-à-dire nos hôpitaux, nos cliniques, n'étaient pas prêtes et ne sont toujours pas prêtes à recevoir, à pouvoir gérer un tel événement. Je suis président du Lien et le Lien s'intéresse plus particulièrement au sujet d'infection nosocomiale. Donc, quand on parle d'infection, on parle de bactéries et on parle de virus. L'association a 24 ans et ça fait 24 ans que j'entends les infectiologues qui travaillent avec nous dire qu'un jour viendra une pandémie avec un virus qui posera beaucoup de difficultés. On avait cru que ça serait le cas en 2012 et puis finalement, c'est arrivé en 2020. Mais c'est arrivé. Et notre système de santé n'était pas prêt. Et pourquoi il n'était pas prêt? Parce que depuis la fin des années 70, le milieu des années 80, en France comme au Québec, on a tout d'un coup considéré qu'il fallait gérer le système de santé qui commençait à coûter de plus en plus cher parce que l'innovation coûte cher, parce que les gens vieillissent et qu'il faut les prendre en charge. On a estimé qu'il fallait prendre le sujet par l'offre et non plus le besoin. Donc, on a restreint l'offre de santé en réduisant les numerus clausus, en formant de moins en moins de professionnels de soins, en fermant des lits, fermant des hôpitaux, en pensant que les malades viendraient moins à l'hôpital et iraient moins voir le médecin ou les ophtalmologues ou n'importe quel autre professionnel de santé, dès lors qu'il y en avait moins. La conséquence de ça, au Canada et en France, ça a été, plus particulièrement au Canada d'ailleurs, je suis moi allé au Canada en 2003 avec le ministre de la Santé français pour visiter votre beau pays, mais aussi votre système de santé. Et j'ai vu qu'au Canada, la situation à l'époque était bien pire qu'en France, puisque les files d'attente pour se faire opérer dans des situations non urgentes étaient considérables par rapport à ce qu'on avait en France. Donc la maîtrise des coûts de santé par l'offre, non seulement ne fonctionne pas, mais elle aboutit à ce que nous vivons aujourd'hui. On oublie de dire que si aujourd'hui le confinement reste en place dans nos pays, c'est d'abord pour sauver l'hôpital, qui lui-même, pour rester debout dans cette situation, eh bien, a besoin de freiner au maximum l'épidémie parce que nous ne sommes pas en mesure de recevoir plus de 4 000, 5 000, 6 000 personnes en réanimation en France. Donc, ça a été une découverte. En ce qui me concerne, c'était une crainte. Je suis intimement persuadé que la question de la santé, du système de santé, de l'économie de la santé sera dans les grandes questions, évidemment, de l'élection présidentielle l'année prochaine en France. Il y a une prise de conscience. Donc ça, c'est une chose. Quant au reste, je dirais que M. Lafortune a fait une bonne synthèse.
Il y a les sujets qu'il a évoqués, le vieillissement, continuer à innover dans le système de santé. Tout ça suppose d'en trouver les moyens, parce que le risque que nous avions et que nous avons, si on continuait dans cette voie-là, à paupériser le système de santé, c'est que là où on mettait un scanner pendant 5 ou 6 ans, eh bien, on va continuer à le faire vivre pendant 4 ans de plus. Et on se retrouve avec des établissements qui ont des systèmes qui sont de plus en plus anciens. Et on va faire pareil avec tous les travaux de remise en état. On va les faire durer un peu plus longtemps. On se retrouve aujourd'hui avec des hôpitaux qui sont dans des états sur le plan, en termes d'architecture tout à fait déplorables, et les conditions de travail et les conditions de vie des soignants et des malades ne sont pas dignes, parce qu'on n'a pas fait les travaux il y a 10 ans, on ne les a pas fait il y a 5 ans, et on les fera peut-être dans 5 ans. Donc il y a besoin d'avoir une vraie réflexion sur les moyens que nous mettons dans le système de santé, et d'arrêter de considérer que le système peut coûter un jour moins cher. On est dans une vague de vieillissement qui arrive massivement, encore plus massivement que le baby boomer, avec des gens qui vont vivre, ma génération devrait vivre bien après 85 ans, et forcément, dans cette période-là, il y aura des besoins en prise en charge qui ne sont pas encore ceux d'aujourd'hui, mais qui seront les mêmes qu'aujourd'hui, mais multipliés probablement par 1,5 ou 2, sans qu'on ait aujourd'hui probablement les structures et les hommes et les femmes pour le faire. Et là, on arrive sur le sujet. Aujourd'hui, des médecins sans infirmières, sans aides-soignantes, ça ne marche pas. On l'a vu pour la prise en charge du Covid, sans les infirmiers, sans les infirmières, et je mets dedans les aides-soignants parce qu'il faut en parler, le système ne fonctionne pas. Et moi, dans mon entreprise, puisque je suis chef d'entreprise dans l'industrie électronique, vous voyez, dans l'industrie électronique ou dans toute industrie, si un jour mon carnet de commandes est tel que je ne peux plus prendre de commandes, eh bien, ma production va continuer, puis je dirai à mes clients, vous attendrez 1 mois, 2 mois, 6 mois. Dans le système de santé, on ne peut pas faire ça. Donc, on n'est pas sur la même gestion, et on a essayé d'en faire la même gestion. Donc, la question qui se pose de façon très, très importante pour les années qui viennent, c'est quel modèle économique nous mettons en place pour le système de santé de demain, de façon à ce que ce qui nous est arrivé là en 2020 et en 2021 et peut-être encore après, si ça recommence, ça puisse recommencer dans des conditions d'accueil des patients qui soient dignes par rapport à ce qu'on leur a promis dans le pacte républicain qu'on a tous signé en votant. Merci beaucoup. Suite à cette intervention, Monsieur Chamboredon, je vais revenir sur une petite actu. Il y a quelques jours, a été publié par l'Ordre infirmier les résultats d'une consultation sur l'avenir de la profession infirmière. Alors, ce qu'il en sort, c'est que les infirmiers français ont le sentiment que nous ne sommes pas vraiment armés face à ces enjeux, qui ne sont pas reconnus, mais ils sont à la fois fiers de leur métier, tout en étant en souffrance. Alors, que pensez-vous de tout ça et que pensez-vous des enseignements de cette consultation ? Ce qui est bien, c'est qu'on a vu 2 points de vue très macro, puisque aussi bien M. Lafortune que Alain Michel. Alors, je connais mieux Alain Michel. La prochaine fois, je vous appellerai Gaëtan, quand vous fait venir. mais c'est vraiment, on a vu, et c'est pas éthéré, et c'est pas très en surplomb, mais les infirmiers, au travers de cette consultation qu'on a menée, les enseignements, ils ont été publiés, mais ils nous disent qu'on n'est pas préparé collectivement pour répondre à une nouvelle vague épidémique. Donc, malgré la crise Covid-19, donc on voit bien que ce qui a été décrit par Alain Michel, c'est quelque chose de complètement corroboré par les observations que mènent les infirmiers, puisqu'ils sont au cœur du système, ils sont la cheville ouvrière, il y a les médecins, et ça a été rappelé, les aides-soignants et les infirmiers pour que ça fonctionne, et que notre système non plus n'est pas organisé par rapport à ça. Donc c'est vraiment de l'observation de près. Alors, si on était universitaire, on dirait du Canty et du Cali, et on est vraiment dans le Cali, et on voit bien que l'observation nous montre ça.
Et donc les professionnels infirmiers sont prêts justement, parce que de toute façon nous sommes les plus nombreux au sein du système également, et nous sommes donc les acteurs, ou nous sommes déjà les acteurs du changement, attentifs justement à ces évolutions, et qu'on appelle de nos voeux, parce qu'on dit que c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument consolider, parce que notre fibre, je dirais pas notre mantra, mais notre fibre, c'est de prendre en charge les patients, et c'est pour ça qu'on est formé, c'est ce qu'on désire faire, c'est un choix qui n'est pas anodin, j'ai rappelé tout à l'heure les chiffres de Parcoursup, et donc on est volontaire pour y aller. Donc c'est pour ça que la thématique qui est lancée là par l'ordre cette année de réfléchir à vers quoi on va aller prend tout son sens, puisque les infirmiers sont prêts justement à ce changement, mais on est quand même dubitatif et on est sceptique par rapport à ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Donc voilà, moi j'ai le sentiment qu'on progresse petit à petit. En France, les textes sont longs à changer, on a un retard à combler, et il faut qu'on y aille délibérément, et c'est pour ça qu'on a demandé, alors je ne fais pas la transition, mais honneur aux dames maintenant de parler, et Caroline de nous partager son expérience du Québec, où nous avons souvent pris exemple de nos cousins d'outre-Atlantique. Madame Roy, oui, est-ce que vous pouvez nous répondre justement sur cet enjeu-là? Est-ce que pour vous, parce que les chiffres sont assez forts, c'est-à-dire que chez nous, 91% des infirmiers pensent que notre système de santé tel qu'il est organisé n'est pas en capacité de répondre aux grands enjeux sanitaires de demain, donc ça fait mal quand même. 95% des infirmiers souhaitent que les enseignements de cette crise permettent de faire évoluer notre système de santé. Alors, Madame Roy, la question qu'on se pose, c'est comment vous percevez ces enjeux au niveau du Québec? Est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux armé que nous pour faire face à ces sujets et à cette crise et aux enjeux sanitaires de demain? En fait, le Québec vit une situation similaire à celle de la France, puis à l'égard aussi des enjeux soulevés par M. Lafortune. C'est certain que la crise pandémique a appelé une mobilisation sans précédent là, de la part des infirmières et infirmiers. En 2020, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a justement mené un forum, différents événements en vue de reconnaître l'expertise infirmière, parce que au Québec, la reconnaissance de cette expertise-là, pour nous, constitue une clé aussi pour favoriser l'accès aux soins puis répondre aux enjeux de demain. Avec le vieillissement de la population, on le sait, la prévalence des maladies chroniques, le rôle, la marque distinctive là, de la profession infirmière, entre autres au Québec, là, de par la loi, ce qu'elle lui permet de faire par l'évaluation de la condition physique et mentale, la possibilité d'assurer la surveillance clinique, le suivi infirmier, sont des activités phares qui, un peu comme le mentionnait tout à l'heure M. Lafortune, il y a des événements indésirables on peut prévoir là, par la mise en place d'une surveillance clinique optimale qui peut être faite par les infirmières et infirmiers. Donc, ce rôle de prévention-là, nous, on est convaincus que ça passe justement par la reconnaissance de l'expertise infirmière. En novembre dernier, on a mené un forum là, justement face à la crise. Quel constat pouvons-nous faire face à cette situation pandémique là, comme jamais vu? Souvent, on voit que les infirmières sont appréciées pour leur qualité, non pas pour leurs compétences, leur expertise professionnelle. Donc, le coup de barre qu'on veut donner, c'est vraiment d'amener cette reconnaissance-là, et on poursuit. Pour ce qui est de votre question, sommes-nous armés pour y faire face? On a des leviers certainement qui nous aident à avancer, mais on se mobilise là, justement. Il y a toute une démarche collective qui va avoir lieu la semaine prochaine d'ailleurs au Québec. Là, ce sont des états généraux sur la profession les 20-21 mai prochains. Justement pour, entre autres, ça comprend la voix citoyenne, mais aussi différents acteurs du système de santé pour quel est l'avenir de la profession infirmière, sur quoi on veut avoir des consensus sur des pistes d'action concrètes, justement pour accroître cette connaissance et cette reconnaissance-là de l'expertise infirmière, entre autres de miser sur les savoirs et les compétences infirmières. Comment mieux y recourir là, pour faire face justement à ces enjeux sanitaires de demain. C'est certain que, comme le disait Monsieur Lafortune, ça passe bien sûr par l'innovation, mais aussi la spécialisation infirmière, donc des thèmes qui vont être regardés, de regarder quelle voie là, pour l'avenir des soins on peut anticiper là, face à l'innovation et la spécialisation infirmière. Et bien sûr, là, un incontournable là, pour nous qui est au niveau de la formation des infirmières et infirmiers là, pour justement
relever ces défis du 21e siècle que sont le vieillissement de la population, tous les enjeux, là, comme l'a mentionné M. Serretti, là, les infections nosocomiales, comment justement les infirmières, de par leur rôle de prévention, là, peuvent répondre à ces besoins. Donc, et comment aussi faire en sorte que les infirmières aient cette voix sociale et politique là, pour être un acteur clé. Souvent, on entend des expertises médicales, des expertises de d'autres professionnels, mais comment aussi cette expertise infirmière-là va être mise de l'avant comme étant une solution là aussi à ces différents enjeux d'accès aux soins. Donc, au Québec, c'est vraiment une démarche là, qu'on amorce en ce sens pour en arriver à des consensus et des pistes d'action concrètes. Alors, pour conclure cette première partie sur les grands enjeux sanitaires de demain, je vais revenir vers vous, Monsieur Serretti. Alors, vous avez déjà répondu, donné vos doutes sur notre réponse collective. On a sur le chat beaucoup de gens, dont le pseudo Caroval, qui disent prévention et innovation. Pour vous, est-ce que, collectivement parlant, il faut aller vers ça? Qu'est-ce qui va nous permettre de répondre à ces enjeux sanitaires de demain? Les moyens mis à la disposition du système de santé et des professionnels de santé et la structuration du système de santé. Derrière les moyens, c'est l'argent. Aujourd'hui, les infirmiers et les infirmières sont certes et heureusement fiers de leur métier, de leur mission, de leurs compétences. Les Français et je pense les Canadiens, ils sont très attachés à leurs infirmières. Mais en tout cas en France, le niveau de rémunération n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas de commune mesure entre les responsabilités, les compétences techniques, pas que humaines, mais aussi humaines, les compétences techniques acquises sur des formations qui sont longues et derrière leur rémunération qui est proposée. Donc, pour mieux rémunérer, il faut plus d'argent. L'argent, il ne vient pas de nulle part, il vient de nos cotisations. En France, nous avons un système où la cotisation est obligatoire et on ne cotise pas individuellement par rapport à nos propres besoins. Et ensuite, l'organisation. On a actuellement un système très hospitalo-centré. La crise pour gérer la crise, on a bien vu que immédiatement le gouvernement s'est retourné vers l'hôpital, s'est moins retourné vers les établissements privés, beaucoup plus tard dans la crise. Et objectivement, les infirmiers et les infirmières ne sont pas utilisés comme acteurs de la sortie de crise comme ils devraient l'être. Aujourd'hui, n'oublions pas que, et ça c'est ancré dans l'esprit des politiques et évidemment, peut-être pas des Français, mais dans l'esprit médical, c'est que derrière une infiltration, il y a une ordonnance d'un médecin. Donc, un infirmier ou une infirmière, aujourd'hui, n'a pas ou peu de latitude de pouvoir agir directement sur une personne, parce que derrière, on a systématiquement un frein, et ce frein-là, c'est la présence médicale du médecin. Alors, je ne dis pas qu'il faut la remettre en cause, mais enfin, arrivé à un moment, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Former de façon de plus en plus technique des infirmiers et des infirmières et ne leur laisser aucune latitude. Donc, il faut que ces reconnaissances que ces compétences soient reconnues et qu'elles soient aussi reconnues en vie réelle, c'est-à-dire qu'on puisse agir directement avec des patients sans être obligé d'attendre l'ordonnance du médecin qui ne vient pas pour une injection que j'ai fait 200 fois dans ma vie d'infirmière. Donc, ça, c'est une remise en cause aussi de la prédominance politique médicale, et je parle de la France. Lorsque vous regardez à l'Assemblée nationale sur un texte qui concerne l'hôpital ou le système de santé, vous n'avez pas beaucoup d'infirmiers et d'infirmières députés. Vous avez beaucoup de médecins. Je ne suis pas contre les médecins. Je dis qu'il faut un équilibre politique et un équilibre de représentation entre d'un côté les infirmières et de l'autre côté les médecins, parce que si on reste comme on est, on aura toujours des infirmiers et des infirmières qui seront contraints
Et si on ne fait rien sur le financement du système de santé, comme d'autres pays l'ont fait vis-à-vis de leurs infirmières, eh bien, on continuera à avoir des infirmières et des infirmiers sous-payés qui fuient la profession. Parce que la rémunération, une rémunération digne, passe la reconnaissance. Si on vous reconnaît avec une rémunération indigne, vous ne vous considérez pas comme reconnu, bien entendu. Merci infiniment, en tout cas, pour cette prise de parole très claire. On passe justement, donc ça fait la transition parfaite pour notre deuxième partie sur le rôle pour les infirmiers dans le système de soins aujourd'hui. Caroline Roy, on cite souvent le Québec en exemple. On nous dit souvent justement de s'inspirer des textes qui encadrent la profession infirmière, qui encadrent le système de santé. Et donc la question que je vais vous poser, c'est quel est le rôle particulier dévolu aux infirmiers au Québec? Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément celui-ci, sur quelle formation en fait repose-t-elle et concrètement quel pouvoir complémentaire et quel déroulé de carrière on donne au Québec aux infirmiers? En fait, au Québec, on a souvent appelé communément dans le jargon québécois là, la loi 90, qui est entrée en vigueur en 2003, a été un point vraiment tournant là, pour la profession infirmière. Avant cette loi, les infirmières étaient reléguées avec des activités très restreintes qui étaient souvent sous délégation médicale, mais depuis bientôt pratiquement 20 ans, la loi 90 est venue, entre autres, octroyer aux infirmières un champ d'exercice, le champ d'exercice qui constitue à quelque part la marque distinctive là, des infirmières et infirmiers qui jouent un rôle d'évaluation de manière autonome, de surveillance clinique, de détermination de traitement infirmier, mais qui aussi ont des activités réservées spécifiques là, qui lui permettent d'agir parfois selon certaines conditions, mais parfois en toute autonomie, là, comme par exemple au niveau de la vaccination, l'infirmière est habilitée à pouvoir déterminer la vaccination qui est requise. Elle peut même initier certaines mesures diagnostiques là, si elle, par le biais d'ordonnances collectives, entre autres. Donc, cette loi-là est venue vraiment donner à l'infirmière, en complémentarité avec la collaboration, là, ça c'est certain, ça s'inscrit toujours dans un rôle dans une équipe de soins, où est-ce que l'infirmière a une autonomie professionnelle à l'intérieur de son champ d'exercice et qu'elle peut exercer des activités qui sont à risque de préjudice. Elle en a 17, entre autres, activités réservées qui peuvent s'appliquer là, indépendamment du milieu de soins et de la clientèle là, qui est visée. Donc, cette latitude-là permet justement de donner une identité propre et un pouvoir de contribuer. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'il y a certains obstacles, là, puis on pourra peut-être en reparler plus tard, mais il y a certains obstacles au plein déploiement de cette étendue de pratique, dont l'organisation des soins, la gouvernance ou des choses comme ça là, qui devront être mises en place pour favoriser cette pleine occupation-là. On a les leviers légaux là, qui nous permettent d'intervenir en toute autonomie. Un enjeu qu'on vit aussi au Québec, là, c'est au niveau de la formation initiale là, qui actuellement au Québec, là, l'enjeu, c'est qu'on a 2 portes d'entrée pour accéder au titre d'infirmière. C'est un enjeu qui est primordial et prioritaire là, pour l'ordre, en fait, de faire en sorte que le baccalauréat devienne l'unique norme d'entrée dans la profession pour les générations futures d'infirmières. Et ça, en réponse justement des besoins de santé qui sont de plus en plus importants. On veut s'assurer que la relève infirmière va disposer des connaissances scientifiques à la fine pointe là, pour justement adresser ces grands enjeux-là et pouvoir compter, c'est ça, sur des connaissances scientifiques. Et en fait, vous êtes pas aussi sans savoir là, toutes les retombées là, bénéfiques là, qui sont associées à au niveau à la formation au niveau du baccalauréat. Donc, c'est certain qu'à l'heure actuelle, on a cet enjeu-là au Québec là, des 2 portes d'entrée, ce qu'on tente d'adresser, puis qui fait l'objet d'ailleurs de des échanges là, qui auront lieu au courant de la semaine prochaine dans le cadre de nos états généraux. Mais somme toute, on a un rôle qui est parmi les plus vastes au sein des professionnels au Québec, là, au niveau des infirmières et infirmiers. Avec les médecins, on est ceux qui ont le champ d'exercice le plus étendu. Merci beaucoup. Monsieur Gaëtan Lafortune, vous connaissez évidemment le cas du Québec, mais j'aurais souhaité savoir si vous avez d'autres exemples dans le monde de pays où les infirmières et les infirmiers disposent de compétences avancées, élargies. Et quels bénéfices pensez-vous que ça apporte à ces pays? Juste avant d'aborder votre question, je vais juste peut-être traduire un peu ce que Caroline a dit, mais en langage éducatif français, parce que quand on parle de baccalauréat au Québec,
ça signifie évidemment la licence ici en France. Hein. D'accord. Donc, parce que c'est pas du tout le même niveau d'éducation. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris qu'on a besoin de plus qu'un baccalauréat pour devenir infirmière au Québec. En termes de développement dans les autres pays de l'OCDE, bon, premièrement, c'est pas nouveau. Hein. Les rôles avancés pour les infirmiers, bon, ça a commencé il y a plus de 50 ans. Ça a commencé vers le milieu des années 60, fin des années 60, aux États-Unis et même au Canada aussi. Peut-être un petit peu moins au Québec, mais dans certaines régions du Canada. Et ça me fait sourire un peu parce que ça a commencé à peu près en même temps où on a commencé à envisager d'envoyer des gens sur la Lune, et où Neil Armstrong a mis le premier pas sur la Lune, mais on dirait que en théorie, ça devrait être plus simple de mettre en place des rôles avancés pour les infirmiers que d'envoyer des hommes sur la Lune, mais dans certains pays, les progrès n'ont pas été tellement plus rapides. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'aux États-Unis et au Canada, quand ça a commencé le mouvement, mais même encore, je pense au Québec, ça joue un rôle important, c'est que c'était dans un contexte de pénurie de médecins généralistes, notamment. Bon, dans les années 60, c'était aussi le contexte aux États-Unis de l'extension de la couverture maladie pour une population plus large, et donc des besoins grandissants et une offre de médecins généralistes en particulier limitée. Et donc, le développement des rôles des infirmiers a servi à répondre à ces besoins en augmentation là. Après ça, ça a été, grosso modo, c'est un phénomène principalement dans les pays anglo-saxons. Ce qui est arrivé comme deuxième vague est arrivé, ça s'est développé, les rôles se sont développés au Royaume-Uni dans les années 80. Ensuite, il y a eu un gros mouvement autour des années 2000, encore là dans les pays anglo-saxons, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande. Ça s'est développé aussi un peu plus près de la France, ça s'est développé aussi dans certains pays européens, en Europe du Nord notamment, en Finlande. Et encore un peu plus près, il y a eu des développements depuis une vingtaine d'années à peu près aux Pays-Bas aussi. Et aux Pays-Bas où anciennement, ils appelaient ou au début, ils appelaient les infirmiers avec des rôles avancés, des infirmiers spécialistes, mais ils ont changé de terminologie. Et ils ont adopté la terminologie anglo-saxonne d'infirmière ou infirmier praticien, donc en anglais, nurse practitioners. Mais il y a un point qui est important aussi, c'est que ça existe, le titre existe dans beaucoup de pays, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Et donc, dans certains pays où ça existe, bon, déjà, c'est une bonne chose que les rôles plus avancés, les titres existent, mais dans certains pays, et je pense notamment à des pays comme l'Irlande, bon, ça existe depuis une vingtaine d'années, mais le nombre est très, très limité. Le nombre d'infirmiers en pratique avancée est très, très limité. Après, au niveau concernant les bénéfices, bon, on a fait une revue ici à l'OCDE parce qu'effectivement, c'est tout le temps intéressant de voir si ça marche et notamment s'il y a des problèmes au niveau de la qualité ou de la sécurité des patients. Et bon, il y a de plus en plus d'évaluations qui ont été faites dans les pays, évidemment, où les rôles ont été établis depuis un plus grand nombre d'années, donc aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, etc. Et toutes les études montrent, grosso modo, qu'il n'y a pas de souci au niveau de la qualité des soins, au niveau de la sécurité pour les patients, pour les tâches qui sont déléguées aux infirmiers praticiens ou en pratique avancée, il n'y a pas de souci. Donc, la satisfaction des patients est, dans bien des cas, plus élevée encore que quand ils consultent des médecins généralistes. Et la principale raison, c'est que les infirmiers praticiens passent souvent plus de temps passé pour écouter et échanger avec les patients. En ce qui concerne les patients avec des maladies chroniques, donc le suivi des patients est d'au moins aussi bonne qualité. Et après ça, en ce qui concerne, si on regarde les indicateurs donc d'admission ou de réadmission à l'hôpital, donc c'est soit égal ou inférieur quand les services sont fournis par les infirmiers praticiens. Donc, concernant tout l'aspect qualité et sécurité des patients, donc pour toutes les tâches qui sont déléguées, en autant bien sûr que les infirmiers soient formés adéquatement, il n'y a pas de souci. L'autre chose au niveau de la formation, et bon, c'est le chemin que ça prend aussi ici en France, c'est que
dans la plupart, et que ça a pris aussi au Canada, c'est que la licence, ou ce qu'on appelle au Québec le baccalauréat, est plus suffisant maintenant pour devenir infirmier praticien. C'est dans la plupart des pays, c'est un master, ce qu'on appelle au Québec une maîtrise en bon français, qui est requis pour être infirmier praticien. Voilà. Alors, merci beaucoup. Une petite question du chat live en ce moment de Delphine Deutscher-Paléo. Donc, Delphine pose la question, comment et dans quel contexte, alors vous nous avez déjà répondu, il y avait une pénurie des médecins généralistes, mais les infirmiers québécois ont-ils pu convaincre les lobbies de médecins de céder face à ces demandes? En fait, c'est vraiment cette pénurie qui a entraîné l'évolution de la profession et ça s'est fait tout seul? Il n'y a pas eu de blocage? En fait, on a beaucoup misé sur la collaboration interprofessionnelle. Il y a eu du travail qui a été fait, entre autres, avec le Collège des médecins, là, qui est l'ordre professionnel, mais aussi avec le ministère de la Santé pour justement comment on va répondre aux besoins de santé. Et ça s'est avéré qu'effectivement, puis là, si on parle des infirmières en pratique avancée, par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées, ce qui a donné lieu à une loi, la loi 6, là, qu'on appelle, qui permet aux infirmières praticiennes spécialisées là, qui sont de pratique avancée d'exercer des actes là, tels que le diagnostic de certaines maladies, de la prescription. Donc, c'est ces échanges-là et ce souci d'assurer l'accès aux soins de santé et de le voir plutôt comme une pratique collaborative qui chacun fait le bon professionnel au bon moment à la bonne place, que chacun fait son bout de chemin pour justement répondre aux besoins du patient et ensuite, advenant une limite ou une impossibilité de pouvoir répondre, de pouvoir ensuite demander à un autre professionnel là, qui aurait les compétences de poursuivre. Donc, c'est vraiment dans ce souci-là d'assurer une collaboration optimale, du complémentarité d'expertise. C'est ce qui a donné lieu à l'avancement de cette loi-là. C'est sûr qu'il y a eu une très forte volonté politique également là, de faire avancer ces dossiers-là. Les ministres les ont pris, les ont menés pour justement permettre ces réformes-là et s'assurer de l'utilisation de l'expertise infirmière à son plein potentiel. Donc, c'est vraiment de l'ouverture là, de part et d'autre qui a permis, puis aussi la population, on le sait, la profession infirmière est très appréciée par la population. Je pense que cette force-là a permis d'arriver au beau développement là, qu'on a connu, entre autres, pour la pratique infirmière avancée au début de l'année 2021. Merci beaucoup. Monsieur Chamboredon, bon, quand on entend tout ça, ça fait envie. Quand on compare, on se dit les choses avancent. Et là, en plus, avec une mobilisation des médecins qui ont souhaité cette évolution aussi. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est applicable dans notre pays? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent cette potentielle évolution des compétences infirmières dans notre système de soins? Alors moi déjà, c'est super qu'il y ait parmi nous aujourd'hui à cette matinale, qui est plutôt un goûter, mais qui nous permet de comparer, de faire du benchmark avec... Alors, je traduirai après pour Monsieur Lafortune, parce que benchmark, c'est la comparaison. Mais du benchmark par rapport à ce qu'on est vraiment ici en France, où on en est. Pour répondre à la question qui a été posée sur le chat, nous, on est balbutiant sur les pratiques avancées. On va aller à 5000 rendus fin du mandat. Alain Michel en a parlé pour les prochaines présidentielles, 5000 infirmiers de pratique avancée sur 700 000 infirmiers en tout et pour tout. Donc à ce jour, on reste quand même assez balbutiant et Caroline nous dit que ça a mis 20 ans finalement entre les deux lois pour qu'il y ait une plus grande évolution vers les praticiennes et les cliniciennes. Donc on voit bien que nous on est balbutiant et qu'on a encore des marges de progression et c'est par des journées comme ça où on peut discuter entre nous et puis faire pousser l'idée et puis montrer que on va essayer de transposer, même si les systèmes ne sont pas forcément les mêmes. Les étendues au Québec ne sont pas forcément les mêmes non plus. L'accessibilité est un peu différente aussi, mais c'est quelque chose d'important de mettre en perspective, on ne va pas dire challenger, pour ne pas refaire de la traduction, les infirmiers ici et ailleurs. On a mené à cet effet-là d'ailleurs une petite étude au travers des régulateurs européens qu'on a soumis à M. Lafortune, qui nous a gentiment traduit un ou deux items qui étaient encore un peu flous pour que ça soit compréhensible. Donc on va en avoir bientôt les résultats puisque ça commence à arriver pour voir un peu quels sont l'état de la profession sur l'ensemble de l'Europe. Et ça,
c'est super important parce qu'on voit bien qu'en France aussi, on a eu l'occasion ici même d'avoir des infirmiers qui ont des pratiques un peu étonnantes, particulières. On a vu à Octobre Rose, par exemple, l'infirmière qui a développé, écrit, qui est maître de recherche, et bien entendu, j'ai oublié son nom, mais je pense qu'à elle, qui fait de la recherche avec les chiens, qui détecte les cancers. Et donc, on est vraiment sur essayer de promouvoir des pratiques étonnantes et des pratiques qui fonctionnent aussi pour la prise en charge et qui permettent justement de développer, de faire connaître la recherche infirmière et de la valoriser aussi parce que clairement, on est vraiment sur le rôle et les missions de l'ordre. Et bon, moi, je vois bien que le Québec, c'est quand même un laboratoire de la profession infirmière pour nous. C'est quand même quelque chose, quand on voit la question de la vaccination ici, il a encore fallu, pour que les infirmiers puissent vacciner sans prescription médicale et éventuellement prescrire par eux-mêmes, que France Asso Santé se mette avec nous sur une tribune pour qu'on puisse obtenir ça, parce qu'on n'arrivait pas seulement par le truchement du jeu politique ou par les négociations avec l'ordre des médecins à libérer finalement ce geste que Michel a expliqué tout à l'heure. On peut le faire 200 fois, mais il nous faut quand même une prescription médicale, en sachant qu'il n'y a même pas de prescription médicale pour le coup pour la vaccination. Donc on voit bien qu'on est encore loin des 17 activités qui sont spécifiques, qui sont listées pour le Québec, pour les infirmiers français. Donc voilà, moi c'était vraiment faire un état de l'art à ce jour et voir quelles sont les pistes d'évolution que nous on va essayer de proposer dès juin pour pouvoir faire évoluer notre décret d'acte. Très bien. Alors, c'était Madame Fromentin sur la détection Isabelle des cancers avec les chiens. Et donc, voilà, n'hésitez pas. M'excuse auprès d'elle. N'hésitez pas pour les gens qui nous regardent actuellement. Nous avons sur notre page YouTube la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder une fois que ce live sera terminé. Alors, une question pour vous, Monsieur Serretti. Par rapport à ce rôle infirmier potentiel, est-ce que vous pensez qu'une évolution qui irait dans le sens un peu comme au Québec répondrait aux besoins des patients, les besoins essentiels, les besoins secondaires? Et est-ce que les patients sont prêts à l'accepter? Alors, oui aux deux questions. Oui, ça répondrait. Et oui, on est prêt à l'accepter. Oui, ça répondrait parce que on va vers un vieillissement de la population, comme je l'ai dit au début de notre réunion, en volume plus important que nous l'avons aujourd'hui et qu'il n'y a pas plus de médecins. Il y a des endroits sur le territoire, je vais vous donner un exemple. On a fermé une structure à Paris pour la déplacer en Vendée. On est en Vendée, donc un territoire qui est plutôt bien doté. Eh bien, figurez-vous qu'en Vendée, beaucoup de nos salariés ont mis 2 à 3 ans avant de trouver un médecin qui accepte de les recevoir. 2 à 3 ans. Alors, médecin traitant, on n'en parle pas. Donc, des questions de remboursement par ailleurs. Donc, si on avait des infirmiers qui permettent de délester les médecins d'un certain nombre de tâches qu'ils pourraient faire utilement sans qu'on rentre dans une bataille rangée purement économique et financière, ça serait formidable. Ça permettrait de retrouver du temps médical pour les usagers dont on a besoin. Il y a beaucoup de territoires dans lesquels aujourd'hui vous ne trouvez pas de médecins traitants parce que les médecins refusent, ou même un rendez-vous avec un médecin généraliste qui, s'il ne vous connaît pas, ne vous prendra pas parce qu'il ne veut pas prendre de nouveaux malades. Ensuite, est-ce que les Français sont prêts à ça? Évidemment que oui. Je ne sais pas si vous avez fait dans vos derniers sondages, une estimation de la cote d'amour des Français pour leurs infirmiers et infirmières. Elle est très haute. Elle est très haute. Il n'y a pas de sujet sur la reconnaissance, notre reconnaissance pour votre profession. Il n'y a qu'un sujet de libérer votre profession du carcan qui l'empêche obligé de bouger, aujourd'hui de bouger. Et ce carcan, c'est le lobbying médical des médecins. Et ce lobbying des médecins, aujourd'hui, empêche paradoxalement ces mêmes médecins qui
qui eux-mêmes se plaignent de ne pas être suffisamment nombreux pour soigner toute la population, eh bien de rien faire pour déléguer des tâches que vous pourriez faire sans pour autant les mettre sur la paille, parce que c'est ça le sujet. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une question d'argent. Ah oui, mais si demain on peut faire sans prescription les injections pour la vaccination de la grippe annuelle, eh ben moi je vais perdre combien dans cette histoire? Donc je vais me battre pour rien perdre. Donc à force de battre pour rien perdre, ben, on gagne rien. Et on gagne rien surtout du côté des patients et pas plus de votre côté. Merci infiniment. Ça nous permet d'aller vers notre troisième et dernière partie. Il nous reste encore une dizaine de minutes de vidéo, donc c'est parfait. La question que je vais vous poser, M. Chamboredon, on voit que 90% des infirmiers souhaitent que le décret infirmier soit révisé avec, dans les premiers items, plus d'autonomie, une plus grande implication sur la coordination et l'aide au parcours du patient. Olivier Véran a tweeté mon engagement en parlant des infirmiers pour leur revalorisation, leurs conditions de travail et l'évolution de leur métier est totale. Donc, M. Chamboredon, vers où il faut aller? Olivier Véran l'avait déjà annoncé lors d'une visio qu'on avait réalisée en mars avec lui, en février-mars, pour justement dire qu'il fallait réouvrir le décret infirmier. Nous, contrairement au Québec, on a un décret d'acte qui ne dit que ce que l'on peut faire. Et donc, on n'est pas vers des compétences qu'on a acquises à l'université. Donc, on a un bachelor déjà, et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire évoluer. On est sur une formation universitaire, donc faire évoluer le décret d'acte, avoir un champ de compétences plus élargi, ça a été rappelé. C'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à desserrer comme étreinte. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que nous, en tant qu'ordre, on arrive à pousser avec l'aide des patients et de l'expérience internationale et des enquêtes qu'on pourra mener autour de ça. C'est aussi des organisations qui doivent évoluer parce qu'on voit bien que ça a été un des sujets décrits, l'organisation des soins telle qu'elle est prévue. Comment est-ce qu'on peut avoir des infirmiers, par exemple, on va dire un gros mot, mais des infirmiers en premier recours? En France, ce n'est absolument pas possible pour l'instant. C'est une piste d'innovation qui pourrait être intéressante parce qu'on voit bien, tout à l'heure, on y a fait allusion au Québec avec la question des files d'attente pour les usagers. On n'y est pas encore, mais on n'en est pas loin en France. Il y a quand même la question de l'accès en urgence. Et quand on n'a pas de médecin traitant, avoir un professionnel de santé qui a des compétences établies, c'est un recours certain et ça peut éviter des complications ou tout au moins d'avoir le rôle d'un coupe-fil. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, pour les quelques années à venir, on pourrait faire ça très rapidement, selon le calendrier que va nous proposer les services du ministère de la Santé. On pourrait dire une formation qui va commencer, un décret d'acte qui va se négocier sur l'année prochaine, avec une refonte de la formation, parce que Caroline a raison, tout se joue autour de la formation, de la qualité de la formation et de déclencher encore ou de maintenir une attractivité avec des professionnels, enfin des étudiants qui vont devenir des professionnels et qui vont se dire est-ce que c'est un métier sur lequel je vais pouvoir continuer d'évoluer, je vais avoir des déroulés de carrière et je pourrai changer d'orientation, clinique, management, spécialité, pourquoi pas, pour pratique avancée, université. Donc, il faut absolument qu'on dessine ça, là, maintenant, rapidement, pour les années à venir, et que ça soit pour les 10-15 prochaines années. Parce que le texte de loi pour le décret, je l'ai dit 2002, les pratiques avancées, forcément, évolueront également dans la foulée. Tout au moins, c'est l'objectif qu'on va essayer de porter avec des chiffres à chaque fois sur nos consultations qui sont assez importants, avec une vraie volonté. Et je pense que c'est aussi un des sujets de battre le fer tant qu'il est encore chaud pour des professionnels infirmiers qui veulent quitter la profession. Donc il faut absolument garder ses compétences cliniques, ce fonds d'éthique et de déontologie de prise en charge, cette volonté de prendre en charge son prochain et de l'aider dans son parcours de vie, dans son parcours de santé, de les maintenir et également de susciter des nouvelles vocations. Merci. Monsieur Serretti, quels sont pour vous les besoins que vous constatez sur le terrain? On a aussi Céline du chat qui nous dit beaucoup d'infirmiers ont des DU douleur, plaies, cicatrisation, mais ça ne leur reconnaît pas de nouvelles compétences. Est-ce que c'est une des clés? Qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi ont besoin les patients aujourd'hui? Ils ont besoin de temps médical.
que ce temps médical vienne d'un médecin ou d'un infirmier ou d'une infirmière, voire d'un pharmacien, parce que on n'en parle pas, mais la pharmacie en France, c'est souvent le seul endroit où il y a du soin, et on commence aussi à réfléchir à donner aux pharmaciens des compétences médicales qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Les pharmaciens, là, pour le Covid, viennent de pouvoir vacciner comme ils le faisaient sur la grippe. Donc, les Français, ils ont besoin de temps médical et ils en trouvent plus. Je vais vous donner un exemple de ma mère âgée. J'ai une maman qui a 85 ans, son médecin lui dit il faut aller voir un kiné pour faire ceci. Donc, elle regarde, il lui donne le nom du kiné. Le kiné, déjà, il passe que sur Doctolib. Donc, elle n'a pas accès à Internet parce qu'elle ne sait pas l'utiliser. Donc, elle me demande, ça date d'hier, et elle me dit c'est quand le prochain rendez-vous? Je lui dis le 8 juillet. Il y a eu un blanc. Voilà, le 8 juillet. Donc, on fait comment? Je ne sais pas te répondre. Demande un autre nom à ton médecin, puis on verra. Donc, les Français aujourd'hui se heurtent à un mur d'absence de solutions médicales au moment où ils en ont besoin. Et si cette solution médicale, elle peut être donnée par un infirmier qui a été formé pour ceci, qui a un diplôme d'État qui reconnaît cette formation, mais une fois qu'on est sur le terrain, il ne peut pas utiliser pour l'intérêt des patients cette formation, on est dans une situation kafkaïenne totale. Donc, il faut tout simplement que les politiques fassent leur métier, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'intérêt de ceux qui votent pour eux, c'est-à-dire aujourd'hui les usagers, et qui mettent un peu de côté les quelques pressions qu'ils peuvent avoir de quelques lobbies efficaces. Merci infiniment pour ce témoignage précieux et qui montre justement la voie qu'il faut suivre. Madame Roy, une dernière question. La situation au Québec, comme on vous l'a dit, nous intéresse grandement et on aimerait tracer une route aussi vers cette situation-là. Mais pour vous, comment vous envisagez l'avenir de votre profession au Québec? Comment vous voyez l'avenir? En fait, il importe, je pense qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas juste une seule solution. Je pense qu'il faut agir sur plusieurs plans pour avoir de réels impacts là, dans les milieux. C'est certain, comme on le mentionnait tout à l'heure, comme je le mentionnais tout à l'heure, nous, le baccalauréat comme norme d'entrée à la profession infirmière, ça demeure un incontournable. Donc, c'est quelque chose qu'on doit travailler pour tendre pour l'acquisition de connaissances scientifiques. Mais aussi, je pense qu'il faut jouer aussi sur une gouvernance forte en soins infirmiers pour justement favoriser le maintien, le soutien des compétences, le développement des compétences infirmières dans les milieux, puis de permettre une organisation de soins et des services qui permettent de jouer pleinement le rôle de l'infirmière. Donc, je vous exposais tout à l'heure qu'il y avait un champ d'exercice qui était très vaste, de favoriser, de tout mettre en œuvre pour que les conditions organisationnelles permettent le plein étendu là, de ce champ de pratique-là pour justement un meilleur accès aux soins. C'est certain que ça passe aussi par la pratique infirmière avancée, comme le mentionnait M. Lafortune. On a des infirmières praticiennes spécialisées qui sont détentrices d'une maîtrise, d'un diplôme de 2e cycle, plus un diplôme d'études supérieures. Chez nous, les IPS, on les appelle les infirmières praticiennes spécialisées, au sein de 5 classes de spécialité actuellement. Donc, c'est sûr qu'on veut favoriser le plein déploiement. Et avec l'arrivée là, de la loi 6 qui permet entre autres de faire des activités là, telles que le diagnostic des maladies, des prescriptions, de la détermination de traitements médicaux, pour nous, on veut vraiment favoriser au maximum le déploiement de cette pratique infirmière avancée-là, mais aussi développer et déployer des nouvelles classes de spécialités, entre autres des infirmières cliniciennes spécialisées. Au Québec, on compte actuellement seulement des infirmières cliniciennes spécialisées en prévention et contrôle des infections, qui, vous savez, qui ont été fort utiles là, dans le contexte de la pandémie actuelle. Mais ce qu'on sait, c'est que ces infirmières cliniciennes spécialisées-là, qui sont aussi une pratique infirmière avancée, qui ont une pratique directe aussi, mais qui contribuent justement comme catalyseur là, pour toute l'innovation, tout le soutien du développement des compétences infirmières. Donc, c'est certain qu'au niveau de la pratique infirmière avancée, on veut aussi, là, vers l'avenir, développer davantage là, des nouvelles classes de spécialités parce qu'on sait que les infirmières cliniciennes spécialisées contribuent activement là, à favoriser l'accès, la qualité, la sécurité des soins. Donc, ça fait partie des prémices là, qu'on met de l'avant pour l'avenir de la profession infirmière. Merci beaucoup. Monsieur Lafortune,
Comment envisagez-vous le rôle des infirmiers dans le monde que vous décriviez un petit peu en introduction? Comment on peut s'appuyer sur eux davantage dans l'avenir au niveau mondial? Vaste question, évidemment. Mais donc, non, j'avais commencé en parlant de prévention et d'innovation dans l'organisation du travail aussi. Je pense que c'est deux domaines dans lesquels les infirmiers en pratique avancée peuvent jouer un rôle plus important dans les années à venir. Il y a des pays qui sont en avance par rapport à d'autres et il y en a d'autres qui sont plus en retard. La France est un des pays qui est en retard, mais c'est aussi le cas parce que j'ai participé à un webinaire un peu comme celui-ci avec des Italiens il y a 2 ou 3 semaines. Et donc, eux aussi essayent de développer ce qu'ils appellent les infirmiers familiaux et communautaires. Et donc, il y a un mouvement aussi, il y a des pays comme l'Allemagne aussi qui sont en retard et où effectivement, donc, la résistance du corps médical est plus difficile à percer. C'est vrai, juste pour rebondir un peu sur un des points que M. Serretti faisait, c'est vrai qu'on a l'impression que durant cette pandémie, les pharmaciens ont réussi à développer des nouveaux rôles, peut-être encore plus que les infirmiers. Et donc, souvent, les crises, c'est effectivement des opportunités pour faire bouger un petit peu les lignes. Mais on a l'impression que les pharmaciens ont plus réussi à tirer leur épingle du jeu. Sinon, je voulais juste mentionner quelque chose aussi pour revenir aussi à un des points que M. Serretti disait. C'est une enquête qu'on a réalisée il y a quelques années ici à l'OCDE. Et bon, il faudra probablement mettre à jour, mais c'était une enquête qui portait sur, on demandait aux gens des questions sur leurs compétences et l'utilisation de leurs compétences. Et un des résultats de l'enquête, c'est que la très forte majorité des médecins disaient qu'ils étaient surqualifiés pour une bonne partie des tâches qu'ils font au jour le jour dans leur cabinet ou à l'hôpital. Et donc, surqualification donc, pour certaines tâches. Et ce qui était tout aussi intéressant, c'est qu'il y a les personnes qui disaient qu'ils étaient encore le plus surqualifiés étaient les infirmiers qui avaient une maîtrise, donc une formation au niveau du 2e cycle, donc un master. Et eux, la proportion de ces gens-là qui disaient qu'ils étaient surqualifiés pour le travail qu'ils faisaient était la plus élevée. Et donc, ça veut dire qu'il y a un point important là-dedans qui est que, oui, les programmes de formation sont importants parce qu'évidemment, si on est pour donner plus de responsabilités aux gens, il va falloir que la formation suive. Mais ce n'est pas nécessairement parce que le système de formation va produire plus de gens, plus d'infirmiers avec des masters qui vont nécessairement se trouver des postes. Il faut que la demande suive et que ce soit dans les soins de ville ou dans les soins hospitaliers. Et ça, c'est pas gagné. Je trouve que votre initiative, une initiative sur 10 ans, on voit que les progrès dans le domaine de l'organisation du travail, dans le système de santé, il y a rarement des révolutions et que ça prend souvent beaucoup de temps et que bon, les changements se font petit à petit, comme vous le disiez, Patrick. Voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Chamboredon, désolé, en 30 secondes, montre en main au regard de l'horaire. On a sur le chat Fleur Prage qui nous dit « Ordre infirmier, hurlez pour nous, s'il vous plaît ». Alors, plus que hurler, M. Chamboredon, vous martelez que le rôle infirmier doit évoluer parce que votre combat, c'est celui de l'accès aux soins. Donc, le mot de la conclusion. Le mot de la conclusion, c'est que work in progress, on a tout devant nous à faire. Il faut absolument qu'on arrive à travailler sur ce décret. À 10 ans, on n'est pas... je pense qu'on est raisonnable parce qu'on ne sait pas, dans 20 ans, effectivement, ce sera beaucoup plus tard. Mais déjà à 5 ans, on aura déjà les fruits des premiers professionnels qui seront formés, qui sortiront. Et donc, on verra ce que ça donnera. Il y a eu le Ségur de la Santé en France où Olivier Véran a rétabli un peu quelque chose du niveau salarial. Maintenant, il faut qu'on attaque les textes et c'était le coup de son tweet d'aujourd'hui. On va participer largement à la redéfinition du décret. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Il y a tous les enjeux qui ont été balayés, là, qu'on a fait tout au long de
cette matinale et auquel je vous remercie vraiment parce que ça nous donne des pistes, ça nous donne aussi des certitudes. Et la voix des patients, alors Alain Michel, on se connaît, il est déjà venu ici dans une autre configuration, on n'avait pas de masque et on était tous avachis sur des fauteuils à l'époque, mais c'est quelque chose que... C'était hors Covid, je précise. On connaît son franc-parler et sa capacité à dire les choses. Moi j'ai retenu beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a un enjeu, c'est le décret bientôt. Mais il y a un autre enjeu, Alain Michel l'a bien rappelé, c'est la question de la politique et de la présidentielle. Et c'est là que les enjeux systémiques, Monsieur Lafortune, pour la France, vont peut-être aussi se jouer parce qu'on voit bien que la crise Covid a coûté énormément d'argent à la France. Il y a une dette qu'il va falloir rétablir, un système à réorganiser. Et peut-être que les infirmiers, par leur nombre, je l'ai dit au démarrage, et aussi par leur volonté, pourront être un des acteurs clés du changement du système de santé pour une meilleure prise en charge. Et nous, on dit ici, pour un système plus en charge, plus équitable et plus humain par des infirmiers. Donc c'est exactement la doctrine qu'on va essayer d'adopter sur le prochain décret. Moi, je vous remercie beaucoup de cette matinale, d'avoir accepté de vous prêter à ce petit jeu, ce webinaire, parce que c'est de la prospective et on est... Peut-être que dans 5 ans, quand on regardera, on se dira « mais qu'est-ce qu'on a pu dire comme bêtise ?» Et j'espère qu'on arrivera à transformer l'essai. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.